Salam alaikum. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Podspace, qui est une série de podcasts réalisés par les membres de l'association des sciences de l'astronomie de la wilaya de Blida. Je me présente à vous, معكم Boukir Ayeb, étudiant en aéronautique et membre de l'association. اليوم راح نحكيو على un télescope bien particulier, à savoir un télescope spatial qui en ce moment même on orbite autour de la Terre à 600 km d'altitude. On va parler bien évidemment du télescope spatial Hubble. قبل ما نحكيو en détail على le télescope هذا ونعرفوا واش فيه راح نشوفوا d'abord كيفاش جات l'idée تاع نبعثوا un télescope dans l'espace, كيفاش le projet هذا il a fini par aboutir, et bien sûr par la suite راح نشوفوا واش دار le télescope exactement et quelle a été sa contribution à l'astronomie. مرحبا بك. Au XVIIe siècle, Galilée, qui est l'un des pères fondateurs de l'astronomie, a eu l'idée de pointer pour la première fois un instrument optique vers le ciel. Le geste d'art, malgré qu'il peut paraître simple, il a fini par changer notre vision du monde. Parce qu'on a commencé à s'intéresser de plus en plus au ciel et de découvrir les objets qui le composent. Et pour ce faire, on a utilisé des télescopes. Les télescopes à deux mains, au fil du temps, ils n'ont cessé de se perfectionner. Et plus la technologie mèche à l'avance, plus les télescopes ils deviennent de plus en plus performants. Au sein d'un point de maîtrise de la technologie où on envoie un télescope dans l'espace pour faire des tours autour de la Terre et de pouvoir observer l'univers tout entier. Et c'est justement le télescope spatial Hubble qui au passage a fêté ses 30 ans de service le 24 avril à Kiev. Bon, imaginons que vous soyez un amateur d'astronomie ou là même un astrophysicien et que حابين t'observer le ciel. إذا كنتوا تسكنوا dans la ville, ça risque d'être problématique parce que كاين de la pollution lumineuse et de la pollution atmosphérique. Bien sûr, راح تجيكم l'idée comme vous connaissez de l'altitude pour éviter les problèmes d'hommes, même en supposant que la météo soit en votre faveur et que le ciel soit parfaitement dégagé, vous n'êtes toujours pas en mesure أنكم تقدروا vous observer autant d'objets célestes que راكم حابين. Voilà, parce que il faut savoir les gaz et les poussières qui constituent l'atmosphère de la Terre, ils brouillent la lumière les les étoiles. Et il y a même des longueurs d'onde qui malgré les infrarouges, les ultraviolets, les rayons gamma et même les rayons X qui sont partiellement, on va dire, absorbés au passage de l'atmosphère à vie. Et c'est justement pour s'affranchir des limitations d'hommes que dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la communauté scientifique et les astrophysiciens ont l'idée d'un télescope dans l'espace. On est en 1962, la NASA a des satellites qui sont spécialement dédiés à l'étude de l'astronomie. Il y a eu d'abord le projet de l'OSO, qui est l'acronyme de Orbiting Solar Observatory. Il y a eu aussi les deux projets l'OAO 1 et 2, qui sont l'acronyme de Orbiting Astronomical Observatory. C'est le succès des satellites à demain qui a fini par convaincre la communauté scientifique de se dire finalement un télescope dans l'espace n'est pas une si mauvaise idée que ça. Du coup, l'idée est un peu plus sérieusement et c'est comme ça qu'est né le projet Hubble en lui-même. L'étude et la conception de le projet ADA a commencé à peu près les années 1970. بداو يحاولوا على les thèmes que pourrait étudier le télescope هذا وبداو يديروا في la conception تاع le télescope كيفاه يكون et au fil des années ماشيين يافونسيو sauf que la NASA a fini par rencontrer un problème de budget اللي ما خلاتهاش تكمل في le projet تاعها. Du coup elle a décidé de s'associer l'agence spatiale européenne pour travailler main dans la main sur le projet هذا. كملوا le projet ADA finalement en 1985 où décidé le télescope en question dès 1986. Sauf qu'ils ont eu un petit contretemps. Le contretemps ADA c'est malheureusement l'accident de la navette spatiale Challenger à la NASA. En fait, après le lancement de la navette spatiale Challenger, après 70 secondes d'à peu près de vol, elle a fini par malheureusement se désintégrer. Du coup, une enquête a été ouverte justement pour enquêter à l'accident ADA. Ils ont pris la décision qu'aucune navette spatiale n'allait décoller avant que cette enquête ne soit terminée. Une fois qu'ils fait de l'enquête au collège, ils ont fini par envoyer Hubble le 24 avril 1990. Ok, donc le télescope ADA, où je suis exactement? Il faut savoir que Hubble a une conception modulaire. Ça veut dire qu'il est composé de modules, qui chacun a des instruments à l'intérieur, où les modules on peut soit les remplacer, carrément, ou là effectuer des travaux de maintenance directement. Et avant de parler de ces instruments en question, il faut savoir que Hubble n'est pas qu'un simple télescope. Avant d'être un télescope, il est d'abord un vaisseau spatial.
voilà, parce qu'il doit être capable de naviguer dans l'espace, d'être alimenté en énergie, communiquer avec la Terre et de pouvoir résister à l'environnement dans lequel il évolue. Pour ce qui est de la navigation, on a des gyroscopes qu'on appelle des roues de réaction. Les gyroscopes ont l'avantage qu'ils ne consomment uniquement de l'électricité, ça veut dire pas besoin de brûler des combustibles pour se propulser, et en même temps, pour pouvoir se positionner, ils possèdent des viseurs d'étoiles qui, comme leur nom l'indique, visent des étoiles pour pouvoir mettre des repères bien précis et pouvoir évoluer et naviguer. En fait, tout à fait comme les navigateurs par exemple, que ce soit sur terre ou là en mer, ils fixaient des étoiles et ils les utilisaient comme repères pour pouvoir naviguer. Pour ce qui est de l'alimentation en énergie, on a des panneaux solaires rotatifs l'exposition au soleil pour pouvoir transformer l'énergie EDK en énergie électrique. Sauf que Kikoun, par exemple, en orbite, c'est sûr, Dima Kikoun exposé au soleil. Il y a des zones où Kikoun dans l'ombre de la Terre. Et tellement Kikoun à l'ombre, il a des batteries d'assez grande capacité qui vont subvenir à ses besoins en énergie. Pour ce qui est de la communication, il a au total 4 antennes. 2 à Augain, pour transmettre les données scientifiques, c'est-à-dire les clichés, les photos, tout ça, il va être en la Terre. Et en même temps, on a 2 autres antennes, pour les données de vol et recevoir des instructions depuis le sol. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des équipes sur Terre qui ont des instructions, le télescope ADACA, pour pouvoir le guider et toujours surveiller la trajectoire TAO pour toujours rester en orbite autour de la Terre. Le télescope ADA, qui est en même temps un vaisseau spatial, doit pouvoir résister à l'environnement, à l'espace dans lequel il évolue. L'environnement ADA, il n'est pas aussi facile que ça parce qu'il présente une difficulté majeure. Lorsque le télescope est exposé au soleil, la température est assez haute, là jusqu'à plus de 100 degrés. Et en même temps, qui compte l'ombre qui est là, la température va baisser considérablement à la de température négative. Du coup, il doit pouvoir survivre dans ces deux conditions-là. Quiconque, par exemple, le frein ASL, il a déjà un revêtement spécial pour le protéger de ces chaleurs-là. C'est un revêtement argenté lié à directement parce qu'il équipe plusieurs autres vaisseaux spatiaux. Et bien sûr, un des évacuations de la chaleur, les instruments de ils ne s'endommagent pas de la chaleur. Et pour ce qui est des températures négatives, il a toujours des résistances qui vont pouvoir le chauffer le cas car les températures négatives à Ada, c'est pour la partie vaisseau spatial. Dans le cas, on va parler d'optique. Déjà, il faut savoir qu'un télescope, à la base, c'est un instrument on augmente la luminosité des objets qu'on veut observer et en même temps, même la taille lorsqu'on va les apercevoir. Et justement, pour ce faire, il y a plusieurs familles de télescopes et Hubble, il utilise le système de 4 grains. Le système ADA qui fait G exactement. En fait, lorsque la lumière entre le tube dans le télescope, elle va rebondir au fond du télescope via un miroir concave de 2,5 mètres et fait un trou au centre. Le miroir ADACA au Shahidil, il va concentrer la lumière et la réfléchir dans un second miroir qui fait à peu près 30 cm. La lumière va encore être réfléchie à partir du miroir ADACA, le trou au centre du premier miroir, les qu'on a marqué. Du coup, on va toujours concentrer le faisceau lumineux ADACA et pouvoir récupérer les images grâce à des caméras. Le télescope, vu qu'il a une construction modulaire, au fil des années, on peut toujours améliorer la technologie, les instruments qui équipent le télescope ADACA, dont les caméras justement, pour toujours être à la pointe de la technologie et être dans le maximum d'efficacité. Dans le cas en ce moment, Hubble est équipé de 5 caméras. Les caméras demain, elles peuvent prendre des photos qui vont de l'infrarouge jusqu'à l'UV et de recouvrir le domaine du spectre visible. Je vais entrer dans les détails techniques comme exactement la capacité des caméras. Je vais plutôt vous donner un exemple de l'une des missions d'Hubble. En 1995, les scientifiques créent une zone dans le ciel, située chez l'hémisphère nord, qui est à partir de la Terre, et est quasiment noire, on ne peut rien y voir, à part 4 étoiles qui ont une luminosité faible, qui vont par la suite servir de repère pour pouvoir positionner Hubble correctement, et lui servir de repère pour toujours garder la zone indiquée en vue grâce aux viseurs d'étoiles qu'on en a parlé en modèle. Hubble est en orbite autour de la Terre, il va prendre des photos pendant 8 jours, avec des temps d'exposition assez grands. L'ouverture focale TO, il va capturer le maximum de lumière possible.
Finalement, après les 8 jours à Dunka, il va capturer des clichés qui sont vraiment impressionnants. Faut savoir que la zone qu'il est en train de photographier, là depuis la Terre, ben elle est quasi noire, sauf que Hubble, lorsqu'il a capturé des images de la zone habitée, il a fini par dévoiler plus de 3000 galaxies, et que l'ouahda fihem, elle est composée de milliards d'étoiles, ce qui est vachement impressionnant. Ben, avec une idée sur la prouesse de la mission Andy, qu'on va plus tard appeler champ profond de Hubble, on va prendre une petite analogie. Imaginons que nous le ciel entier, l'hémisphère nord et sud, retourne dans un écran. Si c'est un écran Full HD, un dos des dimensions de 1920 par 1080, ce qui nous fait à peu près plus de 2 millions de pixels. La zone qu'a photographié Hubble, l'équivalent d'Aha, c'est comme si qu'on avait pris un pixel parmi les 2 millions de pixels qui sont sur l'écran kamel, حكمنا le pixel هذاك, zoomina فيه, خيرنا uniquement 7% du pixel هذاك et صورناه. Vous imaginez un peu la résolution des caméras de Hubble, justement. Même si la mission Andy, elle est très impressionnante, on pourrait se poser la question, quel est l'objectif derrière ça? En fait, il faut savoir, lorsqu'on observe des astres lointains, on en remonte un peu dans le temps. C'est drôle de dire ça, mais c'est vraiment le cas, on voyage dans le temps quelque part. Parce que les galaxies qu'on est en train d'observer grâce au télescope, on بعد علينا de dizaines de milliards d'années-lumière de la planète Terre. C'est quoi une année-lumière? C'est la distance que parcourt la lumière à 300 000 km par seconde. Ça équivaut à peu près à 10 000 milliards de kilomètres. Du coup, la lumière elle va voyager pendant des milliards d'années et du coup, lorsqu'on va capter la lumière on va avoir l'image de la galaxie telle qu'elle a été au moment de la prise de la photo. Ça veut dire qu'il y a des milliards d'années de ça. Et c'est comme ça qu'on peut voyager dans le temps grâce à l'observation. Le décalage ADA, il est assez intéressant. Pourquoi? Parce que le décalage ADA, il va nous donner une idée sur l'histoire de la galaxie. On va pouvoir reconstituer l'histoire des galaxies et même l'histoire des étoiles qu'on est en train d'observer et comprendre comment elles se sont formées. Il faut savoir aussi, lorsqu'on décompose la lumière et des Ligena, on va pouvoir comprendre et identifier les éléments qui composent les galaxies et les étoiles demain qu'on est en train d'observer. Et c'est en connaissant leur composition qu'on peut aussi déduire leur âge. Et ça, pour les astrophysiciens, c'est hyper important. Du coup, on se pose une question, on se dit, concrètement, le télescope Hubble, en quoi il nous a servi qu'il ait toutes ces observations-là? Déjà, il faut savoir que la mission en 1995, qui est le champ profond de Hubble, et bien d'autres missions leaders en bas, elles ont pu nous aider à confirmer la thèse que l'univers était homogène. C'est qu'on a pu évaluer avec précision l'âge de l'univers qui est de 13,8 milliards d'années. Et on a aussi pu mesurer avec une meilleure précision la constante de Hubble, qui est la vitesse de l'expansion de l'univers. Faut savoir aussi, avant Hubble, on pouvait prédire théoriquement l'existence des trous noirs. Mais ce n'est que grâce à Hubble, on observe concrètement les effets gravitationnels des trous noirs. On a même pu, à partir de là, confirmer la probabilité qu'il y ait des trous noirs supermassifs au cœur des galaxies. Et il y a bien plus de découvertes que ça, c'est juste un résumé, parce qu'au final, Hubble, avec toutes les données scientifiques qu'il nous a données, il a permis à la communauté scientifique d'écrire des milliers d'articles scientifiques. Pour conclure, on pourrait dire en dehors de toutes les données scientifiques qu'on a pu recueillir grâce à un projet d'aussi grande envergure, il y a bien une chose qu'on peut retenir, c'est que déjà les choses qu'on ignore à l'univers Tana, elles sont bien plus nombreuses que les choses qu'on sait déjà. Et que la pensée déjà en elle-même, elle devrait nous permettre de relativiser dans tous les sens du terme sur nos connaissances et sur notre existence en tant qu'être humain dans cet univers si vaste. Voilà, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de l'association pour toujours recevoir les derniers podcasts. Et bien sûr, n'oubliez pas de rester curieux.